Bonjour et bienvenue. Profitez de ce qui va suivre, abonnez-vous et activez les notifications. Carl Johnson avait toujours été du genre à se lever tôt, à travailler dur et à rentrer le soir avec les mains dans le cambouis et la conscience tranquille. Il était propriétaire d'un garage à Boise, dans l'Idaho, et avait tout bâti de ses propres mains. Il avait commencé par réparer des voitures dans son garage personnel, acceptant n'importe quel travail qui se présentait, jusqu'à ce que, petit à petit, il économise assez d'argent, achète de meilleurs outils, loue un entrepôt et ouvre enfin le Jensen Auto Repair. Ce n'était pas le plus grand garage de la ville, mais il avait une réputation. Les gens lui faisaient confiance. Ils savaient que si Carl disait qu'une voiture était réparée, elle l'était vraiment. Pas de baratin, pas de détour, pas de facturation supplémentaire pour un travail qui n'avait pas été fait. C'était sa nature, directe, honnête, loyale. Quand il a rencontré Rachel, elle travaillait comme serveuse dans un diner sur Main Street. Carl s'y arrêtait toujours pour un café avant d'ouvrir le garage. Elle était jolie, amicale, le genre de personne qui pouvait faire sourire le client le plus grincheux. Avec le temps, ils ont commencé à discuter davantage, à échanger des regards, jusqu'à ce qu'il trouve enfin le courage de l'inviter à sortir. Leur relation a évolué rapidement, mais avec intensité. Carl savait qu'il avait trouvé la bonne personne. Rachel semblait apprécier une vie simple. Elle ne demandait pas le luxe et disait que tout ce qu'elle voulait, c'était quelqu'un de présent, quelqu'un qui prendrait soin d'elle et la ferait se sentir en sécurité. C'était exactement ce qu'était Carl. Après 2 ans ensemble, il l'a demandé en mariage. C'était simple, sans grande mise en scène, mais plein d'émotions. Elle a dit oui à travers ses larmes, et ils se sont mariés lors d'une petite cérémonie avec seulement leurs amis proches et leur famille. Les premières années furent belles. Rachel a décroché un meilleur poste de réceptionniste dans une clinique médicale du centre-ville. Elle gagnait un salaire décent, avait des horaires réguliers et des avantages sociaux. Carl continuait de gérer le garage, travaillant du lundi au samedi, parfois même le dimanche, lorsqu'un travail urgent se présentait. La routine était exigeante, mais il ne se plaignait jamais. Après tout ce qu'il faisait, c'était pour leur avenir, pour posséder une maison, pour offrir à Rachel une vie confortable. Et elle, du moins au début, semblait l'apprécier. Quand il rentrait épuisé, elle avait préparé le dîner, lui demandait comment s'était passée sa journée, et riait des histoires qu'il racontait sur les clients excentriques qui se présentaient au garage. Mais avec le temps, les choses ont commencé à changer. Pas soudainement, mais progressivement, comme une fine fissure qui s'étend lentement sur un mur. Rachel est devenue distante. Ce n'était rien d'évident que Carl aurait pu pointer du doigt en disant « Voilà le problème ». C'était subtil. Elle a cessé de lui demander comment s'était passée sa journée. Elle passait plus de temps sur son téléphone. Quand il essayait d'engager la conversation, elle répondait par des mots uniques, comme si son esprit était ailleurs. Carl a essayé de ne pas s'inquiéter. Il s'est dit que c'était peut-être le travail, qu'elle était fatiguée ou stressée. Après tout, s'occuper de personnes malades toute la journée ne devait pas être facile. Puis Rachel a annoncé qu'elle allait commencer le yoga. Carl a trouvé ça étrange. Non pas que le yoga soit une mauvaise chose, mais ça ne lui ressemblait tout simplement pas. En 7 ans de vie commune, elle n'avait jamais montré le moindre intérêt pour l'exercice physique. Elle disait toujours que la salle de sport était ennuyeuse, que la course à pied était monotone et qu'elle préférait rester à la maison à regarder la télévision. Mais maintenant, tout à coup, le yoga était la réponse à tout. Elle disait se sentir stressée et anxieuse et avoir besoin de quelque chose pour apaiser son esprit. Voulant la soutenir, Carl a dit qu'il pensait que c'était une excellente idée. Il a même proposé de payer l'abonnement, mais elle a refusé. Sa clinique avait un partenariat avec un studio et elle avait obtenu une réduction. Au début, les cours avaient lieu 1 fois par semaine, toujours le samedi matin. Rachel partait vers 9 heures
et revenait vers midi. Karl n'y voyait pas d'inconvénient. Il profitait de ce temps seul pour faire quelques tâches ménagères, regarder la télévision ou se reposer. Mais au fil des semaines, les cours ont commencé à augmenter, passant d'une fois par semaine à 2, puis 3 fois, toujours le samedi, mais maintenant aussi les mardis et jeudis. Et ce n'est pas seulement la fréquence qui a changé, c'est la durée. Ce qui était 1 heure, peut-être 1 heure et demie, s'est transformé en 2 heures, puis 3. Et Rachel revenait toujours avec des excuses. L'instructeur nous a donné des exercices supplémentaires. Nous sommes restés discuter après le cours. Il y avait une conférence sur la méditation. Karl acceptait, mais au fond de lui, il commençait à sentir que quelque chose n'allait pas. Il a remarqué de petits détails qui ne collaient pas. Rachel partait au yoga bien habillée, les cheveux brossés, un maquillage léger, de nouvelles tenues de sport, des vêtements moulants qui épousaient son corps. Elle avait même acheté un nouvel ensemble noir avec des accents dorés qui avaient dû coûter une fortune. Et le plus étrange, c'est qu'elle revenait toujours avec les cheveux parfaitement en place, le maquillage intact, sans une goutte de sueur. Karl savait ce que c'était que de faire de l'exercice. Quand il se donnait à fond au garage, il terminait la journée trempé, sale et épuisé. Mais Rachel revenait de ses prétendues séances de yoga intenses, comme si elle venait de faire une simple promenade dans le quartier. Une fois, il a plaisanté. « Ton yoga ne doit pas être si intense que ça, hein? Tu reviens toujours fraîche comme une rose. » Rachel est immédiatement devenue défensive. Elle a dit que le yoga ne consistait pas à transpirer, mais à s'étirer, à respirer, à trouver l'équilibre, et qu'il ne pouvait pas comprendre, puisqu'il n'avait jamais essayé. Karl a laissé tomber, mais l'idée lui est restée en tête. Et il y avait autre chose, son téléphone. Rachel avait toujours laissé son téléphone traîner, sur la table, sur le canapé. Pas de mot de passe, pas de secret. Mais depuis quelques mois, son téléphone était collé à elle, toujours face contre table, toujours verrouillé par un code. Et chaque fois qu'il sonnait, alors que Karl était à proximité, elle s'en emparait rapidement, jetait un coup d'œil, raccrochait et disait que c'était un spam ou un message de son groupe de travail. Une fois, Karl est entré dans le salon et l'a vue en train d'écrire un message sur son téléphone, en souriant. Dès qu'elle l'a vu, elle a instantanément verrouillé l'écran et jeté le téléphone de côté, comme si elle avait été surprise. Karl n'était pas du genre paranoïaque. Il n'espionnait pas, ne fouinait pas, ne faisait pas de scène, mais toutes ces choses réunies ont commencé à lui peser. Et plus il essayait de ne pas y penser, plus les détails ressortaient. Le nouveau parfum qu'elle ne portait que les jours de yoga, la lingerie coûteuse qu'il avait vue dans son tiroir, mais qu'elle ne portait jamais à la maison, les messages qu'elle supprimait, l'appel qu'elle prenait dans une autre pièce. C'est un samedi, il y a environ 6 mois, que tout a commencé à s'effondrer. Rachel s'est levée tôt, a pris une longue douche et s'est habillée avec soin. Elle a dit qu'elle allait à un cours intensif et qu'elle ne rentrerait pas avant la fin de l'après-midi, vers 16 ou 17 heures. Karl a trouvé ça étrange, 5 heures de yoga, mais il n'a rien dit. Il a simplement hoché la tête et l'a regardé partir. Il est resté là, dans la cuisine, à boire son café, en essayant de se distraire. Il a allumé la télévision mais ne parvenait pas à se concentrer. Il a pris son téléphone et a fait défiler les réseaux sociaux, mais son esprit ne se calmait pas. Puis, il s'est souvenu. Des mois plus tôt, Rachel s'était plainte de ne pas se sentir en sécurité en conduisant seule la nuit, surtout en quittant tard le travail. Voulant l'aider, Karl avait acheté l'un de ces petits traceurs GPS discrets que l'on cache dans une voiture. Il l'avait installé sous le tableau de bord, l'avait connecté à une application et lui avait montré comment cela fonctionnait. « S'il arrive quoi que ce soit, je saurai où tu es et j'arriverai vite », lui avait-il dit.
Rachel l'avait remercié en disant qu'elle se sentait plus en sécurité, et Karl n'y avait plus touché jusqu'à ce samedi-là. Il a attrapé son téléphone, a ouvert l'application du traceur. L'écran a chargé pendant quelques secondes, puis un point bleu clignotant est apparu. Karl a zoomé sur la carte. La voiture était garée, mais pas devant un studio de yoga. Elle était dans un hôtel en périphérie de la ville, près de l'autoroute. L'estomac de Karl s'est noué. Il a fixé l'écran, espérant que le point bougerait, que ce n'était qu'une erreur de GPS. Mais non, la voiture est restée là. Il a pris une profonde inspiration et a essayé de trouver une explication. Peut-être que le studio avait déménagé. Peut-être que c'était un événement spécial, une retraite. Qui sait? Mais au fond de lui, il savait. Il savait que rien de tout cela n'avait de sens. Les cours de yoga ne se déroulent pas dans des hôtels. Ils ne durent pas 5 heures. Ils ne vous laissent pas complètement sec. Karl a éteint la télévision, a pris les clés de son pick-up et est parti. Il n'a pas réfléchi ni planifié, il y est juste allé. Il a traversé les rues de Boise, a dépassé le centre-ville et a pris l'autoroute. Son cœur battait la chamade, mais ses mains restaient fermes sur le volant. 20 minutes plus tard, il est arrivé à l'hôtel. C'était l'un de ces endroits simples en bord de route, avec un grand parking et une façade délavée. Pas luxueux, mais pas bon marché non plus. Karl a garé son pick-up dans un coin d'où il pouvait voir l'entrée et le parking. Et elle était là, la voiture de Rachel, seule. Il est resté assis là, à observer et à attendre. Il ne savait pas ce qu'il attendait, mais il sentait qu'il devait le voir de ses propres yeux. Il a sorti son téléphone, a ouvert l'appareil photo et est passé en mode photo, prêt. Le temps passait lentement. Karl regardait les gens entrer et sortir de l'hôtel, mais aucun signe de Rachel. Il a commencé à douter de lui-même. Peut-être qu'elle était venue avec quelqu'un d'autre. Peut-être que la voiture était là pour une autre raison. Mais il ne partirait pas avant d'en avoir le cœur net. 3h30 plus tard, 3h30, la porte de l'hôtel s'est ouverte, et elle était là. Rachel, sortant lentement, ajustant son sac sur son épaule, les cheveux lâchés, souriante. Et à côté d'elle, un homme que Karl a reconnu, le docteur Marcus Hale, l'un des médecins de la clinique où travaillait Rachel. Karl l'avait vu quelquefois en allant la chercher au travail. Un grand type d'une quarantaine d'années, cheveux grisonnants, costume bien coupé, le genre à se croire irrésistible. Le sang de Karl n'a fait qu'un tour, mais il n'a pas bougé. Il a continué à observer. Rachel et Marcus se sont arrêtés devant sa voiture. Ils ont bavardé quelques secondes, riant, détendus. Puis Marcus s'est penché et l'a embrassé. Ce n'était pas un rapide baiser d'au revoir. C'était lent, intime, plein de désir. Karl a serré le volant si fort que ses jointures ont blanchi, mais il n'est pas sorti du pick-up. Pas de scène. Il a juste commencé à prendre des photos. Clic, clic, clic. Il a capturé plusieurs angles. Rachel et Marcus s'embrassant. Marcus la main sur sa taille, les deux se disant au revoir. Marcus montant dans une élégante voiture noire. Rachel montant dans la sienne, toujours souriante. Karl a rangé son téléphone, a attendu qu'ils soient tous les deux partis, puis a démarré son pick-up. Il ne l'a pas suivi. Il est rentré directement à la maison. Quand il est arrivé, il est entré, a verrouillé la porte, s'est assis à la table de la cuisine et a commencé à organiser les photos. Il les a transférées sur son ordinateur, les a sauvegardées dans plusieurs dossiers, a fait des copies de sauvegarde. Puis, il a ouvert l'application du traceur et a pris des captures d'écran montrant la voiture de Rachel à l'hôtel, avec la date, l'heure, tout. Il a tout organisé dans un dossier, a imprimé des copies et a tout glissé dans une enveloppe. Quand il a eu fini, il est sorti dans le garage. Il a attrapé une vieille moto qu'il était en train de réparer, a allumé la radio
et s'est mis au travail. Il avait besoin de s'occuper l'esprit. Il ne pouvait pas rester assis à réfléchir, car s'il le faisait, il exploserait, et il ne pouvait pas se permettre d'exploser, pas encore. Il devait rester calme, être rationnel et déterminer sa prochaine action. Vers 18 heures ce soir-là, il a entendu la voiture de Rachel arriver. Elle s'est garée, est entrée et s'est dirigée directement vers le garage. Carl était là, penché sur la moto, agissant comme si de rien n'était. « Salut, mon cœur », dit-elle, tout sourire, jetant son sac dans un coin. « Désolé, je suis en retard. Le cours a duré plus longtemps aujourd'hui. Et puis on est resté un peu après. » Carl n'a pas levé les yeux. Il a continué à travailler sur la moto, s'essuyant les mains sur un vieux chiffon. « Bon cours ?» a-t-il demandé, la voix calme et neutre. « Oh, c'était super. Fatigant, mais génial. Je meurs de faim. Je vais sauter sous la douche et on pourra commander quelque chose, d'accord ?» Carl s'est finalement relevé et l'a regardé. Rachel souriait toujours, mais son sourire s'est effacé en voyant son expression. Il a sorti son téléphone, l'a déverrouillé, a ouvert sa galerie de photos et lui a montré les clichés. Le premier, c'était elle et Marcus sortant de l'hôtel. Le deuxième, les deux s'embrassant. Le troisième, Marcus la main sur sa taille. 3h30 dans un hôtel avec le docteur Marcus, a dit Carl, la voix toujours calme mais ferme. Ça a dû être une leçon assez privée. Rachel est devenue blême. Son sac a glissé de son épaule et est tombé par terre. Elle a ouvert la bouche, mais aucun son n'est sorti. Carl a continué, lui montrant les photos les unes après les autres. « J'ai mis un traceur sur ta voiture, tu te souviens? Il y a des mois. Tu disais que tu te sentais plus en sécurité. Je ne l'ai jamais utilisé jusqu'à aujourd'hui. » Elle a essayé de parler, balbutiant quelque chose. « Carl, je peux expliquer. Ce n'est pas ce que tu crois. » Pas ce que je crois? Carl a laissé échapper un rire sec, sans joie. « Rachel, j'ai des photos de toi en train d'embrasser un autre homme devant un hôtel. J'ai des journaux de localisation qui montrent que tu as passé 3h30 à l'intérieur. Quelle partie est-ce que je comprends mal ?» Elle s'est mise à pleurer, les larmes coulant sur son visage. « C'était une erreur, Carl. Une erreur. J'étais perdue. Je ne sais même pas ce qui s'est passé. On discutait juste au début, et puis... » « Et puis quoi ?» l'interrompit Carl, la voix s'élevant légèrement. « Et puis tu as pensé que ce serait une bonne idée de tromper ton mari, de me mentir pendant des mois, de prétendre que tu allais au yoga alors que tu rencontrais un autre homme. » Rachel sanglotait, essayant de se rapprocher, mais Carl a reculé. « Ne me touche pas. Carl, s'il te plaît, je t'aime, j'ai tout gâché, je le sais, mais je t'aime, on peut surmonter ça, on peut aller en thérapie, en parler. Je te promets que ça n'arrivera plus jamais. Tu m'aimes ?» Carl secoua la tête, incrédule. « Tu ne sais pas ce qu'est l'amour, Rachel. L'amour, c'est la loyauté, c'est le respect, c'est rester avec quelqu'un dans les bons comme dans les mauvais moments, pas courir dans le lit d'un autre quand les choses deviennent un peu ennuyeuses. » Il a pris l'enveloppe qu'il avait préparée, celle avec toutes les preuves, et l'a posée sur l'établi. « Demain matin, j'appelle un avocat. Tu as jusqu'à la fin de la journée pour faire tes valises et partir. Je ne veux plus de toi dans cette maison. » Rachel a tenté d'argumenter, de plaider, mais Carl lui avait déjà tourné le dos. Il est monté, a verrouillé la porte de la chambre et s'est assis sur le lit, fixant le mur. Il n'a pas pleuré, n'a pas crié. Il est resté là, à tout assimiler, sentant cette année s'effondrer en quelques heures. Le lendemain matin, Carl s'est levé tôt, comme d'habitude. Rachel était déjà partie. Elle avait pris quelques affaires et était partie pendant la nuit. Il a pris l'enveloppe
est allé voir un avocat qu'il connaissait, un homme sérieux et compétent, et lui a tout raconté. Il a montré les photos, les captures d'écran du traceur, a expliqué toute la situation. L'avocat a écouté attentivement, a examiné les preuves et a été direct. Vous avez un dossier solide. L'Idaho considère toujours l'adultère comme un facteur dans les procédures de divorce. Avec ces preuves, vous vous en sortirez sans rien perdre. Carl a hoché la tête. Je ne veux rien d'elle. Je veux juste qu'elle sorte de ma vie. L'avocate a fait une pause, puis a demandé « Et pour le docteur Marcus, voulez-vous que cela soit rendu public ?» Adalaba. Carl a réfléchi un instant, puis il a sorti son téléphone, a cherché le numéro de la femme de Marcus, elle aussi médecin, associée de la clinique, bien connue en ville, et lui a envoyé un simple message avec 2 photos en pièces jointes. Je pensais que vous devriez savoir avec qui votre mari passe ces samedis après-midi. Il a reçu une réponse une demi-heure plus tard. Juste, merci. Carl ne savait pas ce qui arriverait à Marcus, mais il savait que ça ne s'arrêterait pas là. Et ce fut le cas. Dans les jours qui ont suivi, la bombe a explosé. La femme de Marcus, furieuse et humiliée, n'a pas gardé cela pour elle. En tant que l'une des principales associées de la clinique, elle avait de l'influence et des relations. En une semaine, le Conseil de l'Ordre des médecins a été informé de la conduite inappropriée de Marcus avec une employée. Rachel a été convoquée pour témoigner. Marcus a tenté de nier, mais les preuves étaient irréfutables. Les photos, les journaux de localisation, tout concordait. Essayant de protéger sa réputation, la clinique a agi rapidement. Marcus a été suspendu, a fait l'objet d'une enquête et, des mois plus tard, a perdu sa licence médicale indéfiniment. Sa femme a demandé le divorce, a pris la moitié de tout et est parti la tête haute. Marcus, qui aimait être le centre de l'attention, est devenu la risée des couloirs de la clinique et des cercles de médecins locaux. Quant à Rachel, elle a été licenciée. La clinique a affirmé qu'elle avait violé leur code de conduite en s'impliquant avec un supérieur. Elle a tenté de faire appel, mais il n'y avait rien à faire contre les preuves. Elle a perdu son emploi, sa réputation et le peu de dignité qui lui restait. Carl a tourné la page. Il s'est concentré sur le travail, sur le garage, sur la reconstruction de sa propre vie. Ce n'était pas facile. Il y a eu des nuits où il est resté éveillé, revivant tout dans sa tête, se demandant où il s'était trompé, ce qu'il aurait pu faire différemment. Mais avec le temps, il a réalisé qu'il n'avait rien fait de mal. Il avait été loyal, travailleur, présent. L'erreur était la sienne, et il n'allait pas porter cette culpabilité. Des mois plus tard, un vendredi après-midi, Carl était au garage quand il a reçu un SMS. C'était de Rachel. « Carl, je sais que tu ne veux pas me parler, mais je voulais juste m'excuser, vraiment. J'ai tout gâché. J'ai perdu le meilleur homme que j'ai jamais eu. J'ai été une idiote. Je suis tellement désolé. » Carl a lu le message, a pris une profonde inspiration et a répondu par une seule ligne. « Le yoga enseigne l'équilibre. Tu aurais dû pratiquer davantage. » Il a bloqué son numéro, supprimé la conversation et est retourné au travail. Le temps a encore passé et Carl a véritablement commencé à reconstruire sa vie. Il ne s'est pas renfermé, ni n'est devenu amer. Il est resté fidèle à ce qu'il avait toujours été. Honnête, travailleur, loyal. Il a recommencé à sortir davantage avec des amis, à aller dans des bars, s'autorisant à rencontrer de nouvelles personnes. Il ne cherchait rien, mais il ne fuyait pas non plus. Un soir, il était dans un bar avec des amis en train de boire une bière, quand l'un d'eux a ri et a dit « Mec, t'as entendu pour Marcus? Il paraît qu'il est moniteur d'auto-école maintenant, vu qu'il ne peut plus exercer la médecine. » Un autre ami a ajouté « Et Rachel, j'ai entendu dire qu'elle travaille dans une épicerie caissière, loin de cette clinique chic. »
Karl n'a rien dit. Il a juste pris une gorgée de sa bière et a souri faiblement. Ce n'était pas un sourire de vengeance ou de satisfaction malveillante. C'était le sourire de quelqu'un qui sait que la vie finit toujours par présenter l'addition et qu'elle le fait avec précision. Car au final, Karl n'avait rien eu à faire d'autre que de révéler la vérité. Il n'avait rien inventé, ni exagéré, ni menti. Il avait simplement laissé les actions de Rachel et de Marcus parler d'elles-mêmes, et les conséquences étaient venues naturellement, comme toujours quand on joue avec le feu. Aujourd'hui, Karl continue de tenir sa boutique. Il a de bons et de mauvais jours, comme tout le monde, mais il dort paisiblement, sachant qu'il n'a jamais trahi la confiance de personne, jamais menti, jamais fait de coups bas. Et à ses yeux, cela a plus de valeur que tout au monde. Pendant ce temps, Rachel porte le poids de ses propres choix. Elle a perdu son mari, son travail, sa réputation. Et Marcus, qui se croyait intouchable, a appris que nul n'est assez puissant pour échapper à ses propres mensonges. Et Karl, lui, il a appris que la plus grande victoire après une trahison, ce n'est pas la vengeance. C'est simplement d'aller de l'avant, la tête haute, en sachant que l'on a fait ce qui est juste. Car à la fin, la vérité finit toujours par éclater. Et lorsqu'elle éclate, elle n'épargne personne. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour ne rien manquer. À la prochaine.